Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo. Nous allons décrypter la demi-finale du Masters 1000 de Madrid qui opposera Novak Djokovic à Carlos Alcaraz. Alors l'Ibérique peut-il réaliser l'impossible de battre coup sur terre battue Nadal puis Djokovic? Tous ont échoué, que cela soit Andy Murray à Madrid 2016, Dominic Thiem à Rome 2017 ou encore Tsitsipas à Madrid 2019. C'est ce que nous allons voir. Jingle. Avant toute chose, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant que nous allons avoir une couverture quotidienne de la fin de ce tournoi de Madrid et également du Masters 1000 de Rome avec, bien évidemment, Roland Garros en ligne de mire. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons analyser l'affiche des demi-finales à Madrid entre Alcaraz et Djokovic. Donc reste bien jusqu'au bout si tu veux connaître notre pronostic. On commence tout de suite avec Novak Djokovic. En 2022, c'est 8 victoires pour 3 défaites. Des défaites contre Vesely, Davidovich Fokina ainsi que Rublev. Pour ce ici en demi-finale, à Madrid, il est venu à bout de Gaël Monfils. Il a profité du forfait de Andy Murray. Et en demi-finale, il a battu Hubert Hurkacz. Il a passé en tout 2h50 sur les courts et a concédé 0-7. Qu'on se le dise, ces matchs n'ont pas été folichons, voire assez ennuyeux, que ce soit contre Gaël Monfils où le Français était battu d'avance, et également contre Hubert Hurkacz où le Polonais vraiment a commis énormément de fautes et Djokovic n'en demandait pas autant. Par contre, ce qu'on peut noter quand même, c'est la progression du Serbe depuis Monte-Carlo. On avait déjà vu un premier pas qui avait été réalisé entre Monte-Carlo et Belgrade où il se sentait beaucoup mieux. Il avait accumulé du temps de jeu. On avait vu que physiquement, ça tenait beaucoup plus, même s'il s'effondre en finale au 3e set contre Andrei Rublev. Et là encore, c'est de mieux en mieux pour le Serbe, comme on a pu le voir à Madrid, parce que oui, son baromètre sur terre battue, c'est son coup droit. En début de saison sur terre, son coup droit est un petit peu trop passif. Il n'arrive pas à se montrer agressif, offensif avec ce coup, notamment son service +1 qui me fait pas mal, ce qui fait qu'il est incapable de dominer la filière courte. Ses adversaires l'entraînent donc dans des longs rallyes. Il a du mal à sécuriser rapidement et sereinement ses engagements, ce qui fait que sur la fin du match, forcément, tu payes ces longs rallyes et physiquement, ça commence à tirer. C'est ce qu'on a vu contre Davidovich Fokina et contre Andrei Rublev. Là, à Madrid, c'est beaucoup mieux avec un coup droit en moyenne à 130 km/h. En 2020, c'est plus du 124 km/h sur sa saison qui a été chronométrée. Ce qui fait qu'on voit qu'il arrive à faire le jeu avec son coup droit, à se montrer agressif, offensif. Et du coup, finalement, il arrive à sécuriser ses engagements. Il ne s'est pas fait breaker une seule fois de la semaine madrilène. Et c'est beaucoup plus simple pour lui derrière son service. Contre Hurkacz, ça a été une très bonne performance au service. Il a pris une bonne marge de sécurité par rapport au filet. Il a énormément changé de rythme, changé de direction. Et après, en face, Hurkacz a donné beaucoup de points, fait beaucoup de fautes. Surtout que le Polonais a cette incapacité de se montrer agressif. C'est vrai qu'il remet la balle. Des fois, il a des balles assez courtes. Il n'en profite pas. Il n'agresse pas son adversaire. Il manque d'agressivité dans son jeu. Il est trop passif. Et ça lui a un petit peu coûté dans ce match. Il s'est fait breaker seulement 2 fois. Et Djokovic, finalement, n'a eu qu'à sécuriser ses engagements, déplacer son adversaire du fond du court et ça a fait le taf. Après, la question que l'on peut se poser, c'est à quel point les conditions à Madrid, qui sont plus rapides, la balle traverse plus rapidement l'air, l'aident par rapport à ce service +1 et à cette agressivité retrouvée. On en saura un petit peu plus à Rome. Au niveau de ses stats, en demi-finale à Madrid, c'est 3 victoires pour 3 défaites. Des défaites contre Nadal sur terre battue et contre Nalbandian à l'époque où c'était en indoor. De l'autre côté du filet, on retrouve Carlos Alcaraz, 26 victoires, 3 défaites, des défaites contre Berrettini, Korda et Nadal. Et pour celui-ci en demi-finale, lui, il est venu à bout de Basilashvili, Norrie ainsi que Nadal. Il a passé en tout 6h21 sur les courts et a concédé 2-7. Et c'est vrai qu'il a fait un sacré match contre Rafael Nadal. C'est incroyable l'évolution du gamin en un an. Je rappelle que pour ses 18 ans, en 2021, il s'est pris une petite fessée par Rafael Nadal à Madrid. Et là, il a montré vraiment toute sa panoplie, toute son évolution, son ascension. C'est assez dingue quand même. Il n'a aucune limite, ce Carlitos. C'est assez impressionnant. Il a totalement fait déjouer Rafael Nadal dans le premier set. Il lui met 6-2 avec son agressivité où il va prendre énormément de temps à l'Ibérique. Il va lui donner aucun point facile. Et c'est vrai que Nadal n'a pas encore retrouvé pleinement confiance en son coup droit. Il va peiner à trouver de la longueur, de la profondeur pour faire reculer ses adversaires. Et du coup, Alcaraz va en profiter. Il a cette capacité, notamment avec son revers, d'attaquer toutes ces balles courtes
sur le coup droit de Libéric pour lui priver du temps. Et derrière, il se libère le court pour l'attaquer long ligne. C'est une tactique que Novak Djokovic a l'habitude d'utiliser, d'exploiter ses lacunes. Côté espagnol, Alcaraz l'a parfaitement fait. Ça a été assez impressionnant. Il y a eu cette baisse d'intensité dans le second set où à 2-1, il y a sa cheville qui va se bloquer, va se faire strapper. Et c'est vrai que certes, il ne grimaçait pas forcément de douleur sur son visage. Je pense que c'est plus dans sa tête que ça a cogité où il se dit « J'ai une occasion en or de battre Nadal, je joue le tennis de ma vie, j'ai fait un super premier set. Et là, j'ai cette petite coquille à la cheville qui m'est arrivée. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça ne va pas tenir ?» Il va avoir tendance à être un petit peu trop précautionneux. Et finalement, c'est plus ça qui va lui coûter le set. Ça va le déconcentrer. Nadal n'en demandait pas tant. Il l'a dit à la fin du deuxième set, il est allé dans les vestiaires pour se dire « Ok Charlie, soit j'abandonne, soit j'arrête de penser à ma cheville. Qu'est-ce qu'on fait ? Je continue et c'est bon, je reviens dans mon match. » Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le troisième set où il a repris un peu ces schémas payants qu'on a vus dans le premier set avec une agressivité retrouvée, également de l'audace, ces petites amorties qui sortent au bon moment où Nadal est en retard et n'arrive pas à y aller. Parce que oui, c'est bien Carlos Alcaraz qui est venu chercher ce match, contrairement à Shapovalov, à l'Open d'Australie, à un Korda, Indian Wells, à un Goffin également cette semaine à Madrid, où ces joueurs ont fait la faute au moment de conclure. Lui, Alcaraz, dans ces moments chauds, sous pression, il s'est dit « Ok, je vais tenter d'être encore plus agressif, de faire le point, d'aller chercher cette victoire. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Après, on peut parler également de son service kické qui lui a permis de sécuriser ses engagements, notamment sa seconde balle. Donc ça a été vraiment assez impressionnant, toute cette panoplie qu'il a montré pour se défaire de son idole, de son modèle, de son aîné. Quant à Rafael Nadal, il repart de Madrid avec plus de 7 heures de jeu dans les jambes. On sait que les conditions ne lui sont pas forcément favorables. Il n'a plus gagné là-bas depuis un certain temps. Il a des déconvenus contre Tsitsipas, Thiem, Zverev et maintenant contre Alcaraz. Mais je pense qu'il repart avec quand même de la confiance et que Rome va être une semaine importante pour lui. Il sait sur quel secteur bosser, notamment son service et son coup droit, où il manque vraiment de profondeur pour faire reculer ses adversaires. Et également le fait, mais c'est un petit peu l'image de cette balle de match, que Nadal a manqué d'agressivité dans ces phases où il a tout pour faire le point. On l'a vu sur cette balle de match. Vraiment, Nadal doit faire le point, doit finir en attaquant le long de ligne. Mais il n'y arrive pas, il était un petit peu trop précautionneux, sa balle sortait un petit peu mal de la raquette, il manquait de confiance et du coup Alcaraz, avec cette capacité de passer d'une phase défensive à offensive, a su dans plusieurs points, que ce soit la balle de match ou dans d'autres points dans le match, inverser la tendance pour inscrire le point. Au niveau des face-à-face, les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. On constate que Novak Djokovic, c'est 76% de points gagnés derrière sa première balle. Et le fait qu'il n'ait pas perdu son service, ça montre vraiment tous les progrès qu'il a réussi à faire dans ce compartiment du jeu-là. Même si ces deux matchs, c'est difficile de les avoir en référence contre Monfils et Hurkacz. Concernant Alcaraz, c'est 64% de première balle, 68% derrière sa seconde balle et 71% de break converti. Au niveau des clés tactiques, déjà, la première interrogation, c'est la cheville d'Alcaraz. Est-ce que c'est une simple précaution, une simple alerte qu'il a eu dans ce second set contre Rafael Nadal et que ça l'a fait cogiter et que derrière il n'a pas de douleur comme on a pu le voir sur son visage, auquel cas il sera en forme on va dire et pas blessé, ou est-ce qu'à froid la cheville va se réveiller un petit peu douloureuse. Donc ça on ne peut pas vraiment savoir. Donc si on occulte ce fait là, cet aspect physique qui aura quand même son importance dans ce match à 16 heures entre les deux hommes et qu'on s'intéresse un peu plus à la tactique, qu'est-ce que va devoir faire Novak Djokovic pour s'imposer contre Alcaraz? Il va devoir s'inspirer de ce qu'a fait Alex de Minaur à Barcelone. Je pense que l'Australien a montré une tactique payante pour faire déjouer Libéric. La première partie, c'est pour contrer le service kické de Carlos Alcaraz, de se reculer un petit peu de sa ligne et au retour de faire une balle un petit peu bombée, très liftée, qui tourne énormément, qui trouve beaucoup de hauteur et qui surtout trouve de la profondeur et de la longueur sur le retour, ce qui fait que ça neutralise le service plus sain de Alcaraz. Il ne peut pas attaquer avec son coup droit pour faire mal à son adversaire. On l'a vu plusieurs fois de Minaur neutraliser vraiment cet avantage du service kické d'Alcaraz parce que oui, derrière, l'Espagnol va faire un coup droit un petit peu neutre, va peut-être avoir une balle courte. Et de Minaur, lui, en profiter pour attaquer ensuite longue ligne avec un coup à plat. Novak Djokovic pourra s'appuyer sur ce schéma de jeu. Après, neutraliser le service de son adversaire, c'est une chose. Derrière, il faut arriver à remporter le point. Alcaraz a un schéma tactique un petit peu différent de Rafael Nadal, où Nadal isole ses adversaires
côté revers pour ensuite attaquer longue ligne. Alcaraz, lui, va plutôt s'appuyer sur un coup droit puissant, assez neutre, assez linéaire pour faire reculer ses adversaires et ensuite trouver plutôt une balle courte, soit avec l'amorti, soit commencer à ouvrir les angles pour gagner le point. Donc là, Novak Djokovic pourra exploiter également cette balle un petit peu linéaire côté coup droit pour justement absorber cette puissance et changer de direction comme il sait si bien le faire. Après, ce qui pèse dans la balance également pour Novak Djokovic, c'est le fait qu'Alcaraz est un joueur fabuleux, qu'il a 10 000 façons de gagner le point et qu'il peut avoir tendance à trop cogiter ou à surjouer dans certaines séquences pour gagner le point en faisant pas forcément les bons choix. Et Novak Djokovic, lui, va se régaler d'un joueur qui surjoue, qui peut avoir tendance à aller rapidement à la faute en se montrant trop agressif. Novak Djokovic peut se montrer un petit peu plus passif, un peu plus sur la défensive et attendre la faute de son adversaire. Concernant Carlos Alcaraz, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir exploiter les secondes de Novak Djokovic qui ont tendance à être un petit peu plus fébriles. Il va devoir relancer plutôt sur le côté revers de son adversaire, comme l'a très bien fait Rublev à Belgrade, pour empêcher et museler le service puissant de Novak Djokovic, parce que oui, derrière son service, c'est beaucoup plus compliqué d'être agressif en revers qu'en coup droit. Après, le facteur X pour Alcaraz, c'est que c'est pas un joueur juste puissant, agressif, sans plan B. C'est un joueur avec une palette tennistique incroyable. Il est capable de monter au filet, de faire l'amorti. Donc ça, je pense qu'il devra en user comme il l'a fait contre Rafael Nadal, justement tenter ces phases où il va faire reculer son adversaire, puis derrière une balle courte, l'amorti, bien glissée, pour écœurer un petit peu Novak Djokovic, pour également le faire courir, l'entraîner dans des longs rallyes, l'empêcher un petit peu de gagner ses filières courtes, pour voir comment il va tenir la cadence. On passe tout de suite à la partie qui t'intéresse, mon pronostic, et c'est là que je vois une victoire de Novak Djokovic par rapport à tout ce que j'ai évoqué. Déjà, il y a cet inconnu sur la cheville, mais au-delà de ça, Alcaraz peut avoir cette tendance à trop surjouer, à faire beaucoup trop de fautes. Et ça, Novak Djokovic va en profiter et peut faire un petit peu le dos rond et attendre que son adversaire surjoue, d'autant plus que Alcaraz aura beaucoup plus d'heures dans les pattes, notamment ce gros combat contre Rafael Nadal, à voir comment il va le digérer. Et ce match peut me faire penser un petit peu au face-à-face qu'on a eu entre Nadal et Thiem et Djokovic et Thiem, où Thiem a battu dès la deuxième fois l'Ibérique, alors qu'il a fallu attendre la 6e fois pour qu'il batte le Serbe. On sait que Novak Djokovic, avec cette prise de balle précoce, cette profondeur qu'il arrive à trouver, finalement ça muselle un petit peu le jeu de ses adversaires qui ont tendance à être très puissants, où là finalement on va voir Alcaraz qui va avoir du mal à mettre en place son jeu avec son coup droit, et ce potentiellement dès la relance comme je te l'ai expliqué précédemment. Justement, si tu veux parier sur ce match, c'est l'occasion de te parler de notre partenaire BetClick. Si tu t'inscris, si tu n'as pas de compte là-bas, tu peux utiliser le code promo GST en majuscule, ça te donne accès à un bonus de bienvenue. Si ton premier pari est perdant, tu es remboursé à hauteur de 100 € en free bet. Et là, c'est l'occasion, pourquoi pas, d'aller sur Novak Djokovic, qui a une cote au moment où je regardais à 1,96, qui n'était pas favori sur cette rencontre. Donc ça vaut le coup, sachant que même si tu perds, tu seras remboursé grâce à notre code promo GST de bienvenue. Également, si tu es intéressé par un quiz tennis, je t'ai mis le lien dans la description d'un jeu qui s'appelle le quiz tennis, où c'est deux Lillois qui ont mis en place un jeu de société avec différentes questions, différentes thématiques, que ce soit les anecdotes, les palmarès, et qui là sont sur la période de production. Le jeu arrive fin mai et il y a un financement participatif. Donc si tu veux participer, tous les liens sont en description. Je suis curieux d'avoir ton pronostic sur cette rencontre. Dis-le moi en commentaire. Et donc on se retrouve très très vite, notamment en fin de journée, où là dans la foulée, je tourne l'analyse du tirage au sort pour Rome. Et ce dimanche, on reviendra sur la preview de la finale, derrière la review de la finale, et lundi soir à 21 h en live. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.